Franck Lepage, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, ceux qui ne vous connaîtraient pas? Alors, je viens de l'animation à la base, l'animation socioculturelle, et je suis rentré dans une fédération d'éducation populaire. Je me suis intéressé de plus en plus au concept d'éducation populaire. Et puis, on a développé une forme particulière qu'on a appelée des conférences gesticulées pour rigoler, mais qui sont devenues un objet très sérieux. Et il y en a aujourd'hui 200. Et ça consiste à reprendre la parole publiquement pour partager son savoir politique. Voilà. Donc je suis, je sais pas quoi, en fait, éducateur populaire, conférencier gesticulant, enfin il n'y a rien qui rentre dans aucune case, quoi. Ici, on est dans un quartier qui s'appelle La Paillade. C'est un quartier un peu particulier. Souvent, les personnes en parlent comme d'un quartier populaire ou d'un quartier défavorisé. Est-ce que ça vous évoque ce genre de terme pour parler de ce quartier-là? Le terme de quartier défavorisé est absolument scandaleux. D'ailleurs, on dit très souvent les quartiers tout court, comme si le centre-ville des riches et des bourgeois n'était pas un quartier. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment... en fait, à un moment, on parlait des quartiers sensibles. Oui, et on s'était amusé à détourner cette expression en disant mais donc si c'est des quartiers sensibles, c'est des quartiers pleins de sens. Et le sens, c'est le conflit social. Il n'y a pas d'autre mot au sens que de comprendre pourquoi je suis là et qu'il y en a un autre qui est là. Pourquoi je suis pauvre, pourquoi il y a un riche, c'est ça le sens. Et dans les quartiers de centre-ville, c'est des quartiers insensibles, puisqu'il n'y a plus de discussion, il n'y a plus que des riches. Et donc les quartiers dits populaires sont des quartiers politiques en fait. Des quartiers où il y a de la lutte des classes, des quartiers où il y a des raisons de comprendre ce qui se passe. Des quartiers pauvres. Et des quartiers qui résistent. Les émeutes de 2005, c'était des quartiers qui résistaient à l'oppression. Quand il y a eu un peu plus de 30 agences bancaires qui sont parties en fumée, en 2005, on ne nous en a pas parlé à la télé. Moi, j'avais les chiffres exacts. On nous a raconté que c'était les écoles qui brûlaient, les voitures. Non. Il y avait une vraie insurrection. Le pouvoir politique a décrété le couvre-feu. Il n'avait pas fait ça depuis la guerre d'Algérie, quand même. Et donc, les quartiers dits populaires sont des quartiers des luttes de classe. Voilà. Vous dites que la politique culturelle ne permet pas du tout de sortir ces quartiers de la pauvreté. Non. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Qu'est-ce qui vraiment permettrait de sortir ces quartiers de la pauvreté pour finalement remettre un peu sortir un peu des inégalités? Mais faire de la politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de la culture, il faut faire de la politique. Mais aujourd'hui, faire de la politique, c'est très mal vu. On nous a dit qu'il ne fallait pas faire de politique, c'était pas bien, mais évidemment, ils ont intérêt à ce qu'on n'en fasse pas. J'aime beaucoup le slogan qui dit « si tu ne fais pas de la politique, si tu ne t'occupes pas de politique, la politique, elle s'occupera de toi ». Avant, il y a 30 ans, dans ces quartiers populaires, il y avait des grandes organisations comme le Parti communiste, qui n'existe plus aujourd'hui, ou comme les mouvements catholiques, je sais pas quoi, qui faisaient de l'explication politique, c'est-à-dire ils faisaient de l'éducation politique. On expliquait aux gens pourquoi ils étaient ouvriers, pourquoi ils étaient, etc. Aujourd'hui, ça n'est plus fait. Donc, un jeune dont le père est au chômage, qui est en échec scolaire, qui n'a pas d'avenir, il n'a plus d'explication. Donc la seule explication qu'il a à sa disposition, c'est de penser qu'il n'est pas bon, qu'il est mauvais, ou que le système est un système pourri, etc. Donc émeute, donc répression, donc un cercle infernal. La chose la plus urgente à faire dans ces quartiers-là, c'est de faire de la politique. C'est-à-dire de réexpliquer pourquoi il y a des inégalités, d'où elles viennent, comment elles sont organisées, comment ça se fait que, tu vois. Surtout que les inégalités se sont creusées. Enfin, les centres-villes sont devenus des espèces de réserves de riches. Enfin, c'est absolument scandaleux. Enfin, une ville comme Montpellier, c'est caricatural presque. Enfin, la mixité sociale, mon œil. Dire s'ils veulent faire de la mixité sociale, qui permettent aux gens des quartiers d'aller habiter en centre-ville, qui mettent des HLM près du quorum. Voilà, là on aura de la mixité sociale. Cette éducation politique, parfois ce qu'on entend, c'est que, comme excuse, enfin comme raison, c'est que ça va faire de l'endoctrinement. C'est quoi la différence finalement entre l'endoctrinement et l'éducation politique? Mais comme si eux ils faisaient pas d'endoctrinement en face. Enfin, je veux dire, comme si TF1 ne faisait pas d'endoctrinement. Enfin, je veux dire, c'est une plaisanterie, quoi. Je veux dire, il n'y a que ça. Donc il s'agit d'en faire aussi. Il s'agit de se défendre. Ce qui s'est passé avec les attentats soi-disant terroristes, où en fait 2 crétins sont allés faire un carton à la Kalachnikov et à partir de là on sort des lois sécuritaires, on passe l'état d'urgence, etc. Enfin ça c'est de l'endoctrinement. Je suis désolé. Enfin, je veux dire, on est en guerre, mon œil.
Oui, la France est en guerre dans tout un tas de pays là, d'accord, mais je veux dire, en France, on est pas en guerre parce que deux abrutis enfin, tu vois. Et donc moi, je crois qu'il faut se défendre contre cet endoctrinement-là en faisant de l'éducation politique. Et bien sûr qu'ils disent que c'est de l'endoctrinement, puisqu'ils veulent pas qu'on ils veulent pas qu'on réfléchisse. Macron est totalement au service des riches et du patronat. Enfin, c'est juste énorme. C'est énorme. On n'a jamais été aussi net, aussi clair. Avant, ils se déguisaient un petit peu. Maintenant, c'est ouvert. Ils démolissent le droit du travail, puis si tu veux te défendre, tu fais de l'endoctrinement. Mais attends, ça va. Et c'est pour ça qu'il a été aidé, à votre avis, un petit peu par. Il a été plus qu'aidé, il a été fabriqué entièrement. Il a été fabriqué avec des milliards et des milliards, avec la presse, avec tous les médias. Et il est passé à très peu. Hein. Mélenchon était à 19%, la France Insoumise. Et quand le président de la République est sorti de sa réserve entre les deux tours pour demander de ne pas voter Mélenchon, ça s'est jamais vu. Il n'a pas dit il ne faut pas voter Marine Le Pen, hein. Il a dit il ne faut pas voter Mélenchon. Il les avait à zéro parce qu'ils ont failli perdre le pouvoir, parce que la France Insoumise a failli passer. Et ça, ça les faisait pas du tout marrer, ça. Le vrai danger pour eux, c'est pas Marine Le Pen, ils sont contre foot de l'extrême droite. Le vrai danger, c'est la France Insoumise. Est-ce que ça pourrait ramener de la démocratie vis-à-vis de la constituante, notamment, qu'il avait proposé ? Bien sûr. Bien sûr, ça pourrait inverser la privatisation des services publics, ça pourrait remettre de l'argent chez les fonctionnaires, ça pourrait retaxer les entreprises qui se gavent comme c'est pas imaginable. Enfin, il y a une quantité d'argent qui circule absolument inouïe. La France est un pays extrêmement riche, c'est le 5e pays le plus riche du monde, sur 250 pays. La France a doublé sa richesse en 17 ans. Donc de l'argent, il y en a. On a l'impression parfois qu'il y a certaines personnes qui ont renoncé, qui se sont dit mais de toute façon c'est pas possible, on ne peut rien faire. Oui, bien sûr, mais ça a toujours été. Sauf que on n'a jamais pu prévoir les révolutions. 1789, Louis XVI écrit dans son journal, 14 juillet, rien. C'est pas mal. Si tu veux, qui pouvait s'imaginer le 13 juillet 1789 qu'une manif bidon contre une prison vide allait donner la plus grande révolution de tous les temps? Ils n'ont pas vu venir mai 68. La France s'ennuie, ils avaient écrit, la France s'ennuie, tu vois. Ils n'ont pas vu venir. 95, 9 millions de grévistes en France, parce qu'on touche aux retraites des cheminots. Donc, tu peux avoir l'impression que les gens ne sont pas intéressés, qu'ils s'en foutent. Ça pète. Quand ça pète, ça pète. Il faut juste une petite étincelle, et on ne sait jamais quand est-ce qu'elle arrive. Donc moi, j'ai aucun souci avec ça. La prochaine révolution, elle va être très bien. C'est juste qu'on ne peut pas la prévoir. De sortir du capitalisme. Bah, j'espère, ouais. Oui, parce que là, vraiment, c'est honteux ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de rendre tellement de gens malheureux, c'est de la folie, quoi. Et ça pètera sûrement dans les banlieues, d'ailleurs. Ça pètera sûrement dans des quartiers populaires. Et donc, on les accusera de terroristes, c'est à ça que ça sert. Hein. On les accusera d'islamistes, tu vois, on les accusera etc. Alors qu'en fait, c'est des gens qui se battent contre un système qui est absolument abject. Mais ils n'ont plus d'analyse politique à leur disposition, donc ils vont chercher la réponse dans le Coran, religieux, je sais pas où. Enfin, je veux dire, parce qu'il n'y a plus de parti communiste, il n'y a plus personne qui explique. Plus personne n'explique le capitalisme. Si on t'explique pas le capitalisme, tu comprends pas le système. T'as des riches, toi t'es pauvre, tu vois, tiens, je vais leur piquer leur BMW, ça va aller mieux tout de suite. Mais c'est logique, enfin, je trouve ça pas mal. Il deal du shit dans les banlieues, mais attends, l'autre crétin de là-haut, il deal pas lui quand il cache des milliards en Suisse. Enfin, tu vois, je veux dire, il deal, c'est pas du deal, ça, c'est pas du vol, c'est quoi? Enfin, c'est quoi le problème? Enfin, tu vois. Donc, non. Une seule solution, la révolution. Et pour l'après-révolution? On verra. On verra. Sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Mais il faut le projet à mettre en place, on le connaît depuis 200 ans. Ça s'est appelé le socialisme, ça s'est appelé le communisme. C'est toujours la même chose. Il faut limiter la propriété. Il faut empêcher, il faut fixer une limite à l'enrichissement. Faut pas l'interdire. Faut pas interdire de s'enrichir. Il faut fixer un plafond. Il faut dire on peut s'enrichir jusqu'à là. Actuellement, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, les très grands riches en France sont des gens incroyablement dangereux. C'est des gens très nocifs. Donc il faut leur casser la gueule. Tant que t'as pas une révolution, tu peux pas le faire. C'est illégal. La révolution, c'est le changement du cadre légal. Hein. C'est de dire que ce qui était illégal devient légal. C'est ça une révolution.
Je veux dire, c'est vrai qu'on entend beaucoup dans les médias, oui, mais vous râlez contre ces patrons et tout ça, mais c'est légal ce qu'ils font. Comme si finalement c'était maintenant, c'était une excuse. Oui, c'est légal, donc ça passe. Ouais. Non, c'est scandaleux. Hein. Et le fait que l'idée que les lois ne pourront jamais changer aussi. Après, c'est ne rien comprendre à l'histoire. Et c'est croire que l'histoire peut s'arrêter. Non, ils sont dans une phase actuellement triomphante. Enfin, ils sont dans une phase d'extension du capitalisme. Quand tu vois Trump, quand tu vois des trucs comme ça, enfin, c'est juste hallucinant. L'Amérique a plus de 53 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté, qui n'ont pas de soins médicaux et tout ça, et ils élisent Trump. C'est là où tu vois que la démocratie, c'est une blague. Enfin, la démocratie de vote, je parle. Hein. C'est une grosse blague, c'est une grosse arnaque. Ça marche pour maintenir le pouvoir des riches, c'est à ça que ça sert. Et c'est pour ça que ce qui était intéressant dans la proposition de la France Insoumise, c'était de changer la Constitution. La démocratie a perdu de son sens, finalement, aujourd'hui. C'est plus une démocratie, c'est une oligarchie. Ouais. Quand tu vois que les principaux riches possèdent les médias, c'est pas normal. En 1945, on a dit que c'était interdit, que les médias devaient être libres, les journaux devaient être libres. Quand tu vois bien, quand tu vois qui possède Libération, comment tu veux, ils ont fait 64 couvertures de Macron, et ils ont fait 10 couvertures de Mélenchon. Enfin, Macron a été élu. Parce que les gens, ils sont là, waouh, ils voient sa tête partout. Du coup, j'ai toujours pensé des abstentionnistes. Je parle des abstentionnistes qui de conviction, c'est-à-dire ils disent, mais de toute façon, étant donné qu'on ne sommes pas dans une véritable démocratie, ça ne sert à rien de voter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est encore utile de voter? Non, moi j'en suis un. Moi je suis un abstentionniste de conviction. Donc c'est plus utile de voter? Non, ce qui est intéressant, c'est de s'abstenir massivement. C'est même pas de voter blanc. Par exemple, dans le cas de Mélenchon. Dans le cas de Mélenchon, il y avait la Constitution. J'étais parti pour pas voter, et quand j'ai vu qu'il montait à 19%, j'ai quand même voté Mélenchon. Parce que je me suis dit, bon, il y a une petite chance que quelque chose se passe. Mais bon, quand on a voté pour les socialistes en 81, on pensait qu'on allait sortir du capitalisme, puisqu'ils l'avaient dit. Ils avaient dit on va sortir du capitalisme. Bon, ils ont été élus, ils ont fait tout le contraire. Donc tu vois, enfin, peut-être que Mélenchon n'aurait pas fait mieux, hein, j'en sais rien. Ce que je trouve intéressant, c'est pas Mélenchon, c'est le mouvement de la France Insoumise, partout. Une conférence de plusieurs heures sur la mémoire, ça arrive toujours. Donc, se souvenir de sa conférence pendant. Mais je raconte ma vie, donc c'est pas dur. Mais il y a un ordre, non? Oui, mais c'est pas un texte. Oui. C'est pas un texte, c'est une improvisation sur des trucs que je connais. Non, mais au début, il y avait une trame seulement, tu vois, j'ai rien écrit. Mais en fait, c'est pas dur, c'est comme si je te demande de raconter ta vie, t'as pas besoin de l'écrire. Non, c'est pas dur. Ça fait combien de fois? C'est trop court, 5 heures. Vous avez joué ce spectacle? 600. 600. Qu'est-ce qui continue à vous motiver de jouer? Il n'y a pas de lassitude à un moment sur la En fait, à l'instant où je mets le pied sur scène, ouais. C'est comme si c'était la première fois. Ah ouais? Ouais. Alors que quand j'y vais à reculons, j'y vais en marche arrière. Je dis, non, c'est pas vrai, c'est pas possible. 4 heures, 5 heures, j'en ai marre, Malraux, non. Et donc j'y vais en me disant, non, c'est pas possible. Et à la minute où j'ai le pied sur scène et où j'ai le public en face, les gens qui écoutent et qui... C'est parti. Heureusement, sans ça je pourrais plus, je deviendrais fou. Tu vois. Là, messieurs, ceci est un poireau. Chier. Il y a une autre conférence gesticulée qui est en préparation? Non, moi je veux pas cracher des conférences à tour de bras, tu vois, j'ai dit ce que j'avais à dire sur un sujet que je connaissais. Moi, je te rappelle que j'ai jamais voulu faire un spectacle. Hein. Jamais. J'ai fait une expérience une fois. Mais j'ai pas cherché à la vendre, pas cherché à en vivre. C'est des gens qui ont pas arrêté de me réclamer de revenir le refaire. Et à la fin, ils étaient tellement nombreux que je me suis retrouvé à plus faire que ça. Mais c'était pas de mon idée au départ. Au départ, mon idée, c'était de faire une expérience, c'était de monter sur scène et de tout balancer. C'est pour ça que j'avais proposé que ça dure 72 heures. Mais bon, ils n'ont pas voulu. Ça aurait pas été de la culture, du coup, si. Ça aurait duré 72 heures. Il y aurait eu des subventions. Non, ça aurait été un moment politique, peut-être, je sais pas. Le fait que le gouvernement, un ministère de la culture, que le gouvernement décide de... Est-ce qu'il n'y a pas le risque que le gouvernement décide de ce qu'est et donc de ce que doit être la culture? Oui, mais c'est ce qu'il fait déjà. C'est ce qu'il fait déjà en encourageant des formes d'expression non politiques. Sur le ministère de la Culture, grosso modo, son boulot, c'est de détruire du politique.
Donc c'est de faire de l'art qui sert à rien, qui parle de rien, des bêtises, des trucs complètement nuls, d'accord ? Mais l'art doit toujours parler de quelque chose. L'art parlait avant le ministère de la Culture en France. L'art était ancré dans le réel, c'est-à-dire l'art parlait de la société, l'art parlait à la société. Les peintres étaient au Parti communiste. Quand Picasso il peint Guernica, qui est un massacre des fascistes espagnols pendant la guerre d'Espagne, il fait un tableau qui parle de quelque chose. Hein, tu vois, il fait pas des gribouillis pour se marrer. Et donc la grande force de cette conception de la culture, c'est d'avoir dit l'art ne doit parler de rien. L'art, c'est l'art. C'est un jeu de forme qui ne doit pas être mis au service du social. Mais ça, c'est une version idéologique. L'art est un rapport social, ça n'existe pas là. Quand Bourdieu, dans les années 60, pose la question à 1000 personnes de différentes classes sociales, des riches jusqu'aux pauvres, il leur pose une question, il dit « Avec quoi, selon vous, peut-on faire une belle photographie ? Un pneu, un paysage ou un visage ?» Tous les gens des catégories populaires disent un paysage. Tous les gens des classes moyennes disent un visage, tous les riches disent un pneu. Donc on voit bien que la culture, ça n'existe pas. C'est une représentation qui sert à se différencier socialement, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup.